RCN, la différence. Ariel Christofflot pour le rendez-vous des bailleurs, le forum des bailleurs, c'est tous les mercredis à 13h30 et tous les troisièmes mercredis à 13h30. Nous recevons sur RCN Meurthe-et-Moselle Habitat, c'est-à-dire MMH pour beaucoup de locataires, ça le parle mieux comme ça. À mes côtés, François Molinero, c'est ça, Molinero. Hein. J'ai dit Molinaro, moi. Molinero, directeur de proximité. Tu es venu avec Patrick Dombrowski, bonjour à vous. Bonjour. Chargé de mission sécurité, tranquillité résidentielle. Alors vous voyez un peu le thème d'aujourd'hui, c'est justement, on va parler de tranquillité, si seulement on n'en parlait plus, ce serait réglé, mais c'est des troubles du voisinage et malheureusement quand il y a une concentration de personnes, souvent ça arrive. Alors pendant 25 minutes, on va... vous allez expliquer, hein, François et Patrick, comment ça se passe. D'abord, qu'est-ce que c'est que les troubles du voisinage ? On a une idée de ce que ça peut être, mais enfin, faut-il toujours le rappeler ? Nocturne, diurne, comment ça se passe ? On a l'impression que quand c'est la nuit, c'est logique de râler, mais quand c'est le jour, c'est pas la peine, on peut faire tout le boucan qu'on veut. Alors que c'est faux. Il y a des lois, des droits et devoirs. Tout à fait, oui. Alors, bien devant. Oui, bien tout pardon. Voilà. Alors, les troubles de voisinage, la définition la plus simple, ce sont des événements susceptibles de perturber l'entente entre deux ou plusieurs locataires, donc les voisins, vivant à proximité du fauteur de troubles. Et la loi, elle est très claire sur ce sujet. Donc, c'est l'article 7 du 6 juillet 89 qui indique dans les obligations du locataire qu'il doit avant tout user paisiblement des lieux loués. Plus couramment, une expression qui revient souvent, c'est jouir paisiblement en bon père de famille. C'est joli, voilà. Ça. Entendez, hein, voilà. Bon père de famille, c'est-à-dire faire renier un peu l'ordre là-dedans. Voilà. Hein, ok, c'est bien. Donc ça constitue pour le locataire, c'est une obligation essentielle. S'il ne la respecte pas, ça peut entraîner une résiliation judiciaire du bail, des poursuites pénales. Ça, on en reparlera parce que c'est sérieux quand même. Mais je pense que, comme tout bailleur, vous avez quand même une sacrée résistance et beaucoup de patience parce que avant d'aller au pénal, il y aura, puisque vous êtes directeur de proximité, chargé de mission sécurité, tranquillité résidentielle, beaucoup de médiation. Pour déjà rappeler... coucou, faites du bruit là. Hein, donc voilà, donc là on en parlera tout à l'heure. Ça se passe pas aussi facilement que ça, mais bon. Déjà signaler les troubles, voilà. Qu'est-ce qu'un trouble la journée, mettons, tiens. Alors dans les troubles, il y a deux troubles les plus fréquents, bien sûr, c'est tous les troubles qui sont liés aux nuisances sonores. Donc les plus courants, ça va être la musique, ça va être l'aboiement du chien, ça va être une petite fête organisée entre amis, donc des feux d'artifice, etc. Ça peut être souvent, ça, quand même. Donc ça, c'est les troubles qu'on peut rencontrer le plus souvent. Donc quand on parle de troubles en journée, c'est les troubles diurnes, et la nuit, c'est ce qu'on va appeler le tapage nocturne. Donc là, le tapage nocturne, c'est essentiellement... dû à des fêtes, à de la musique, la télé trop forte. Donc après, il appartient, donc le bailleur notamment, de faire respecter la tranquillité dans l'immeuble pour le bien des locataires. Et c'est là où on va mettre en place des actions en fonction du trouble. Donc la première chose à faire pour un locataire, dès qu'il est embêté par ces nuisances, c'est déjà de prévenir le bailleur, de tenter les premières démarches à l'amiable avec son voisin. Donc, aller le voir, c'est la première chose. Des fois, le locataire qui occasionne les troubles, il n'est pas conscient. Il n'est pas toujours conscient qu'en mettant la télé trop fort, ça gêne les voisins, c'est sûr. Ça gêne les voisins. Donc, la première démarche, c'est toujours tenter à l'amiable, d'aller voir son voisin, de discuter avec lui et de lui faire prendre conscience du bruit. Donc, si cette démarche n'aboutit pas et que la situation s'envenime. Donc là, c'est... Alors la journée, on va appeler le bailleur. La nuit, on peut appeler les services de police, la police municipale, la police nationale.
Donc en sachant que si le bruit est vérifié et constaté, ça peut donner lieu à des amendes. Mais qui va constater ça? C'est le locataire qui est ennuyé par son voisin, qui peut, le locataire, le locataire, en appelant les services de police, ah oui, d'accord. Ils vont se déplacer, et là, si le bruit est avéré et qu'il ne s'arrête pas, ou après plusieurs interventions, là, il peut avoir lieu, ils peuvent infliger une amende à la personne qui est responsable de ces nuisances sonores. Faut-il encore qu'il se déplace? En règle générale, s'il se déplace, c'est bon. Mais peut-être la nuit, mais le jour... Voilà. Alors le jour, oui, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, j'imagine. Donc là, parce que je veux bien, il y a des articles de loi, que ce soit appliqué, mais c'est quand même difficile. Vous marchez sur des œufs avec ça, quand même. Hein, parce que le bébé qui va hurler dans son berceau et qui va ennuyer la voisine du dessus, d'en dessous, il y a un peu de tolérance là. Bon, on aura de tolérance pour le bébé, mais on n'aura pas de tolérance pour la télé qui gueule 24 heures sur 24, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je rappelle, la première démarche, c'est déjà d'aller voir le voisin. Ouais. Le voisin, tranquillement, sans s'énerver. Ça se passe bien, ça aussi? Ça fonctionne dans une... Bon, on va dire que ça pourrait bien fonctionner. Mais ça peut fonctionner parce que, je rappelle, on n'est pas toujours conscient du bruit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je prends un exemple. Vous marchez avec des talons. Sur du parquet, c'est tip-top. Voilà. Vous marchez avec des talons. Ça va vous paraître un bruit normal. Et le voisin d'en dessous peut être dérangé par ce bruit. La godasse qu'on envoie valser, quand on se dit des choses. Pan. Ah bah oui, ça fait rire, mais quand vous le prenez ça au-dessus de la tête, c'est vrai. C'est tout des bruits comme ça, on ne le fait pas exprès. Et bien sûr, j'espère. Le locataire... fauteur de trouble n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Je prends l'exemple d'un chien, vous n'êtes pas là, vous travaillez, le chien aboie, vous n'êtes pas... Voilà. Donc c'est pour ça que... Ça par contre, ça risque de s'éterniser très mal pour le chien. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'est arrivé justement, et je n'habitais pas dans un habitat, un HLM, pas du tout. C'est une maison particulière qui n'était pas très éloignée d'une autre maison. Et j'allais travailler, et le pauvre toutou, il n'aimait pas être seul comme beaucoup de chiens. Il hurlait toute la journée. Moi, je n'avais pas conscience du tout. Et c'est le voisin qui est venu me voir, j'étais embêtée. Et puis 15 jours après, la mairie est venue. Ça se passait à Rosières-aux-Salines exactement. La mairie sont venus, ils m'ont pris le chien. Donc ça peut aller très loin. Ah ouais, ça n'a pas rigolé. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse du chien? Je ne pouvais pas l'emmener avec moi travailler, je ne pouvais pas lui mettre une muselière. Donc c'est très ennuyeux. Après, il y a toute l'éducation du chien, je sais bien. Mais c'est vrai que tout ça, c'est embêtant, quoi. Oui, c'est des cas qu'on peut rencontrer dans les immeubles collectifs également. Voilà, donc après, c'est la médiation, c'est la discussion, c'est tenter de trouver des solutions à l'amiable. Et évidemment, si la nuisance perdure et s'amplifie, ça peut, comme vous le dites, engendrer des poursuites judiciaires et jusqu'au retrait de l'animal. Donc pour revenir au traitement, donc nous chez Meurthe-et-Moselle Habitat, dès qu'une agence est informée d'un trouble de voisinage, elle va déjà faire l'objet d'une réclamation. Donc on va avoir une traçabilité par rapport à toutes ces requêtes. Et suite à cette saisie, donc il va y avoir des démarches de nos collaborateurs auprès des personnes qui ont été incriminées, et on va mener une petite enquête pour savoir si c'est vraiment les faits reflètent la réalité. Et c'est là que M. Dobrowski, ça sera lui. Oui, non, on peut peut-être aussi apporter une précision. Oui. Pour essayer, l'idéal, c'est de prévenir les troubles. Bien sûr. Donc, Meurthe-et-Moselle Habitat a souhaité maintenir dans les grands quartiers, donc la Californie, Vent d'Est, Champ-le-Bœuf, des agences de proximité avec un personnel en place, un personnel de terrain proche des habitants. Donc, tout à l'heure, on parlait de troubles. Eh bien, si l'arrangement amiable entre les locataires ne fonctionne pas, le plaignant a tout loisir de venir à l'agence qui se trouve dans son quartier. C'est important parce que aujourd'hui, on parle des institutions qui quittent les quartiers, qui quittent le milieu rural. Nous, on est présent, c'est une volonté très important, dans nos quartiers. Donc, voilà, le plaignant vient à l'agence,
il explique un peu la situation. Oui. On enregistre sa réclamation sur un module, on saisit, donc, pour qu'on ait une traçabilité de chaque événement. Alors, après, effectivement, donc, il y a une enquête qui est faite par notre personnel de proximité. Il y a une prise de contact avec la présumée auteur des faits. Et puis, on essaye de voir si les faits sont avérés ou pas. Et puis après, on essaye, nous, donc, alors après, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être un rappel, une mise en demeure, de cesser les troubles. Ça peut être une confrontation, c'est-à-dire mettre en contact les deux habitants, les deux locataires. Parce que souvent, les troubles, les problèmes de voisinage ne se règlent pas parce que les gens ne se parlent pas. Hein, voilà, donc, et puis, voilà, donc on est au cœur de nos quartiers, et puis on essaye, alors, pour éviter les troubles de voisinage, et là on est sur le travail qu'on fait sur les ambiances sociales. On essaye, nous, d'organiser bon nombre d'animations, de fêtes avec des partenaires, les partenaires de terrain, pour que justement les habitants se rencontrent. S'ils se rencontrent, ils se parlent, et lorsqu'un locataire a un chien qui aboie, eh bien c'est peut-être plus facile de le dire, ou la personne qui marche trop fort. Voilà. Donc, ce travail préventif sur les ambiances de quartier, c'est aussi un traitement de nos problèmes de voisinage. Voilà. Avant tout, c'est éviter qu'ils arrivent, quoi. Et bien sûr, parce que bon, ça c'est dans l'idéal. Ça, c'est dans l'idéal. Malheureusement. Alors, justement, il faut passer, parce que bon, il y a du personnel sur place, vous l'avez dit, et que c'est extrêmement important. Le personnel formé, bien sûr, à l'écoute, à la médiation, ça c'est certain. Et malheureusement, quand la personne incriminée ne veut rien savoir et qu'elle continue à faire un boucan pas possible, là, par contre, on monte. C'est la loi qui va donner raison, quoi. Alors, avant de passer à la répression... c'est tout de suite, moi, hop, répression. On a un deuxième échelon, c'est nos médiateurs. Oui, les médiateurs, bien sûr. Voilà. Donc, on a des conseillers en économie sociale et familiale, donc qui sont formés à ce genre de dysfonctionnement. Donc, eux, ils vont essayer de tenter ce qu'on appelle la médiation, donc essayer de faire rencontrer, de mettre en face à face les deux parties, et de tenter de démarrer un dialogue et de tenter de trouver une solution. Donc ça, c'est une phase qui peut durer plus ou moins longtemps. Le but, c'est de trouver une solution qui ne soit pas nécessairement judiciaire. S'il y a plusieurs parties qui se sont plaints d'une même personne, on va aussi organiser des réunions pied d'immeuble. C'est un peu ce que disait Patrick. C'est pas mal, ça. Bon, ça, c'est après que les faits sont intervenus, mais c'est toujours la même chose. C'est de mettre les gens en relation, qui discutent, sans que les esprits s'échauffent. C'est pour ça, ce que disait Patrick, la partie prévention, c'est également de faire rencontrer les gens. C'est quand on se connaît, il est beaucoup plus facile de discuter ou de dire attention, là, il y a eu un peu trop de bruit telle nuit, ou il y a les enfants qui crient fort, ou le chien qui aboie. Court au-dessus tout le temps. Bah oui, mais ça va empêcher les enfants de courir au-dessus de ta tête. C'est très compliqué quand même. Et moi, je crois beaucoup à cette médiation-là au pied d'immeuble. Pour moi, c'est certainement la réussite. Vous avez certainement beaucoup de réussite, pas toujours, mais ça c'est voilà, ça réprime pas. On se parle. Parce qu'autrement, c'est pas... Tout de suite, médiation, c'est bien, mais tout de suite, le truc disciplinaire, ça ne peut pas coller. Mais par contre, malheureusement, ça peut arriver parce que tu en as qui sont complètement obtus et qui se foutent complètement des voisins, ce qu'ils peuvent faire. Ça arrive, voilà. Quand on est sur des cas très graves et qui vraiment... vont polluer la vie de l'immeuble assez fortement. Donc là, après, c'est la phase... Avec tout ce que ça peut amener comme désagrément, attention, physique et psychologique aux gens. T'en as qui viennent timbrer avec le bruit des autres. Ça peut entraîner des violences. Oui, déjà, pour commencer. C'est violent, de toute façon. Ça peut un ras-le-bol, entre guillemets, mais voilà, à un moment, les gens vont craquer. Et c'est là où on va rentrer dans la phase... un peu plus sensible du problème, avec des agressions verbales, ça peut aller jusqu'aux mains. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc le bailleur, on est un facilitateur, mais on n'est pas un auxiliaire de justice.
Parce que les locataires ont aussi la possibilité de saisir un médiateur de justice, un conciliateur. La maison du droit et de la justice sur le quartier. Qui est juste à côté. Donc, où là, ça va être un peu plus formel. Il y a des engagements qui vont être pris par les parties. Ça sera écrit noir sur blanc. Et si ensuite ça dégénérait, ça permet d'apporter des pièces en cas de litige et en cas de passage devant les tribunaux. Donc après, c'est vrai que les cas qui finissent aux tribunaux sont assez rares. Tant mieux. Sont assez rares parce que voilà, on essaye de mettre tout en place et de recréer des situations apaisées, mais ça arrive. Voilà, il faut le savoir que le trouble de jouissance, ça peut entraîner une résiliation de bail. Voilà. Oui, donc résiliation de bail, là, ça rigole pas. Si vous n'avez pas compris, ça veut dire que il ne sera pas renouvelé et qu'on vous demandera d'aller voir un autre appartement. Ça peut aller jusqu'à l'expulsion pour les cas très graves. Ça. Mais bon, ils sont quand même assez rares. Non, mais il faut quand même le dire. Mais il faut le dire. Vous ne pouvez plus rien faire, que tout le monde devient marteau dans l'immeuble parce qu'il y en a qui, c'est pas possible. Bon, ça existe. Donc à ce moment-là, ça peut être des amendes. Les amendes, donc, en général, tout le monde comprend bien. Ouh, ça coûte cher, ça. On va se calmer. Alors, une amende, par exemple, pour un trouble sonore, c'est 68 € si on règle immédiatement ou dans les 45 jours. Et ça peut aller jusqu'à 180 €. Voilà. Et si tu n'es pas solvable, on fait quoi ? Ouais. Bon, allez, point virgule à la ligne, parce que ça, faut dire la vérité quand même. Pas de langue de bois sur RCN. Non, mais c'est bien, il y a des amendes, mais bon, on connaît bien. Par contre, le renouvellement, le non-renouvellement du bail, là, ça parle. Là, ça parle mieux, par contre. On est occupant sans titre, donc il y a un moment, c'est l'expulsion qui peut arriver. Donc c'est le bailleur qui décide ça, c'est pas la loi qui va vous dire ce qu'il faut. Le bailleur, en fonction des faits, en fonction de la gravité des faits, va monter un dossier en allant rencontrer les locataires, en apportant le maximum de preuves, les dépôts de plainte des locataires, les signalements en main courante à la police, les attestations des voisins dans l'immeuble. Et là, on va monter un dossier et on va lancer une procédure de résiliation de bail. C'est du sérieux. Même si ça n'arrive pas souvent, ça peut arriver parce qu'il est hors de question qu'une ou deux personnes fatiguent les autres personnes qui réagissent en bon père de famille, comme vous l'avez précisé. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, c'est vrai qu'il y en a très peu des dossiers en demande de résiliation de bail. Ceux qu'on a présentés, on a été suivis par les juges, mais c'est aussi un travail de partenariat avec la ville. Il faut absolument, et de toute façon ça a été le cas à chaque fois, les élus se sont impliqués. Les élus, mais comme disait François, aussi on demande aux voisins, aux locataires, d'être acteurs aussi de leur propre sécurité, à savoir que s'ils ont des plaintes envers telle ou telle personne qui a vraiment, avec qui on ne peut pas travailler, eh bien, c'est de signer des attestations. Et il faut que le locataire. C'est pas toujours, toujours évident. La peur. Oui, ils ont peur. Ce qu'on peut comprendre. Maintenant, je pense que ça y est. Les habitants ont compris, les habitants d'une entrée ont compris, et on obtient plus facilement des attestations signées de nos locataires. Et voilà pourquoi ils comprennent. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus peur de témoigner, parce que vous êtes là en tant que bailleur social, je le répète, ça veut dire ce que ça veut dire, tout est dans le social, que vous êtes là, vous êtes de proximité, donc ils n'ont pas peur parce que vous êtes là justement. Et que ils se sentent point seuls parce que je comprends leur désarroi, leur trouille quand ils se sentent tout seuls. Voilà. Donc ça tout le monde a bien compris. Il y a un autre niveau aussi, c'est les vidéosurveillances. Ça, c'est intéressant. Alors, la vidéosurveillance. Bon, Meurthe-et-Moselle Habitat, on a, comme beaucoup de bailleurs, depuis 2005-2006, on avait de la vidéo dans nos entrées. Un peu ce qui se passe aussi, les systèmes de vidéo qu'il y a dans les magasins ou autres. C'est un système qui me plaisait pas. Qui plaisait pas à MMH parce que fait c'était un dispositif curatif. C'est-à-dire qu'un problème était survenu, on allait regarder les images après.
Bon, on n'avait pas toujours les preuves voulues. Et pour le locataire, il n'y avait aucune visibilité. À quoi bon la vidéo, puisque de toute façon, ça n'empêche pas les problèmes. Okay. Donc, on a recherché un prestataire qui pouvait nous offrir une nouvelle méthodologie. On en a trouvé un en 2012, à savoir que, comme pour le reste, les systèmes sont constitués de caméras, d'enregistreurs. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a ce système-là est relié à une ligne ADSL, ainsi qu'à une ligne téléphonique. La ligne ADSL, pourquoi ? Parce que ça permet d'envoyer les images à un centre de surveillance. Oui. La ligne téléphonique, ça permet à ce centre de surveillance d'envoyer un message dans le hall ou dans la cage d'escalier qui est sous vidéo. Donc le principe, il est clair. On a proposé à nos locataires, là aussi, d'être acteurs de leur propre sécurité. Okay. Un problème se passait dans un hall ou dans une cage d'escalier équipée de vidéo, c'était aux locataires d'appeler le centre de télésurveillance. Le centre de télésurveillance se branche, se logue en direct sur ce qui se passe dans une partie commune. Si les faits sont avérés, le centre de télésurveillance demande aux personnes qui sont dans le hall ou dans la cage d'escalier de quitter les lieux. À 2 ou 3 reprises. S'ils ne quittent pas les lieux, le centre de télésurveillance va appeler les forces de l'ordre. Okay. Avantage pour le locataire, il participe à sa sécurité. Tout à fait. Il voit, donc maintenant avec le recul qu'on a depuis 2012, on sait que dans 82% des cas, l'interpellation haut-parleur a fait rétablir la tranquillité dans les parties communes. Okay. Le locataire entend le message. Bien sûr. Voilà. Et si vraiment donc, les individus n'ont pas quitté les lieux, les services de police sont appelés. Les services de police avec qui on a des contacts, à qui on a expliqué le système, ils y ont trouvé aussi un intérêt, à savoir, plutôt que de monter à chaque fois dans un immeuble parce qu'un locataire aura fait le 17, des fois, il y a des locataires qui pouvaient appeler le 17 pour un petit couple qui était dans une cage d'escalier. Pour nous, ce n'est pas une gêne à la tranquillité. Donc, de nouveau, notre prestataire, quand il regarde les images, qu'il voit un petit couple se comporter correctement ou 3 gamins de 10 ans jouer aux petites voitures, quand même, quoi. C'est pas une gêne. Bien Donc, sûr. Voilà, c'est on ne bien. demande pas d'évaluation. Tolérance, évidemment, bien sûr. Donc, voilà, j'en reviens au service de police. Ils ont trouvé tout l'intérêt pour eux. Plutôt que d'envoyer des patrouilles là où il n'y a pas besoin, en ce moment, on voit bien, les services de police ont plein de choses à faire. Et donc, moins ils ont à intervenir, mieux c'est. Par contre, quand ils interviennent, et ils interviennent quand on les appelle, ils interviennent aussi en connaissance de cause. Les individus, ils sont 4, ils sont 10, ils sont éméchés, pas éméchés, enfin voilà. Voilà. Donc, eux, ils peuvent intervenir aussi à bon escient et puis en connaissance de cause. Oui. Donc, voilà. Et puis pas forcément non plus être méchant, quoi. Dire simplement ce qu'ils ont à dire et les faire partir. Et comme pour le reste, je vais terminer là-dessus, on a aujourd'hui 70 sites équipés, ça représente 140 entrées d'équipés, 13 parkings souterrains, 450 caméras de disposer dans nos immeubles. Avant tout, elles ont un effet dissuasif. Oui, c'est ça. Voilà, ok, on a bien compris, pas répressif, forcément. Et ce sont nos locataires qui nous demandent de mettre de la vidéo dans les immeubles. Voilà. Pour nous, c'est une réussite totale. Ah ben, j'imagine. Je ne sais pas si tous les bailleurs fonctionnent comme vous, mais certainement. Oui. Ah ben, il faudra en discuter. Enfin, discuter avec eux, parce que ça se développe. Nos amis de l'OMH ont opté aussi. Alors, image qu'on retrouve tous les premiers.
mercredis de chaque mois. C'est pas difficile, hein. Vous avez 4 mercredis, il y a 3 mercredis de prix par les bailleurs. Il nous reste une petite semaine, on cherche un autre bailleur. On va finir par le trouver. Encore 2 petites minutes. Bon, il faudrait revenir sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à expliquer, mais j'avais découpé un article parce que moi j'archive beaucoup où on parlait de Vendeuvre, je crois. Où vous étiez cité comme interlocuteur à cause de tous les nuisibles, les punaises de lit qui sont absolument partout, tous les bailleurs en parlent, hein, c'est pas MMH, oui, bien entendu. C'est une problématique nationale, générale. Alors, le problématique, vous disiez, vous traitez les appartements, mais à un moment, si la personne ne vous ouvre pas la porte, comment on peut traiter ? C'est des choses auxquelles on va lire l'article, on se dit, oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais non, mais il y a quand même des difficultés avec ça. Je ferai un parallèle avec le trouble de voisinage. C'est la même problématique. Déjà, il faut qu'on ait connaissance du problème. Ce n'est pas une fatalité, hein, comme le trouble de voisinage ou les nuisibles. Il faut avant tout... La première chose, c'est que le bailleur soit au courant. Une fois qu'on est au courant, on va pouvoir traiter. Alors après, la problématique, comme certains troubles de voisinage, comme pour les punaises ou les blattes, ça va être la durée du traitement du dossier. C'est long. Voilà. Un trouble de voisinage peut être réglé en une semaine si tout le monde s'entend correctement, la médiation se passe bien. Et pour les punaises, c'est pareil. Si on arrive à pouvoir pénétrer dans tous les logements à traiter d'une manière uniforme, ça va se faire très rapidement. Et après, il y a aussi toute la sensibilisation qu'on fait auprès de nos locataires. Alors, soit par le biais d'associations, je prendrai un cas qu'on a fait sur Vendôme notamment, avec Réciprocité, où on a voulu sensibiliser sur la problématique des punaises, qui je rappelle, est un problème à la fois pour les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, et au niveau national. Il y en a de plus en plus de soucis avec cette problématique. C'est des traitements qui sont très longs. Pour traiter un logement, il faut compter... un logement moyennement infesté entre 8 et 10 interventions, étalées sur 2 mois. Il faut aussi, c'est comme pour le trouble de voisinage, il faut que le locataire il soit acteur. Parce qu'il y a plein d'opérations à mener en interne. Sûr. Faire bouillir son linge, accepter les traitements, emballer tous les vêtements dans des sacs plastiques, les passer... ensuite, c'est nos sociétés qui vont les traiter, et après des mesures, pas récupérer de meubles usagés abandonnés sous le trottoir, ou des petits canapés où ils peuvent bien se mettre là. Et puis quand on sait qu'un logement est infesté, c'est l'horreur. Éviter d'aller chez le voisin, parce que c'est là où on va pouvoir peut-être ramener les punaises, tant que tout n'est pas traité. Et notre problématique aujourd'hui, c'est que c'est de pouvoir pénétrer dans les logements. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui refusent soit le traitement par le gazage. On peut comprendre. Mais après, nous, on met en place... Nous, on va accompagner toutes ces personnes avec les associations, avec des fois les communes, avec les services sociaux. On va trouver un hébergement provisoire le temps qu'on traite. J'imagine. Voilà. Et c'est vrai que c'est ennuyeux. Je connais bien le locataire. Moi, j'ai subi ça aussi. Moi, j'ai une maison. Mais c'est infernal. Infernal. Et puis, ça se faufile, ça monte. Les prises et tout, ça monte. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est tournu, ces bestioles-là. Vous avez l'impression de vous en débarrasser. Mais non, on est encore là. C'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Parce que je voulais en parler parce que là, malheureusement, le temps est terminé. Mais c'est important. C'est important de dire qu'il faut vraiment être acteur aussi avec vous. Si autrement, vous vous en débarrasserez jamais. Non seulement vous, mais vous allez enfiler à tout le monde des petites bêtes. Voilà, parce qu'ils aiment bien être au chaud. Ils aiment bien ces petites bestioles fort sympathiques, ça, savez-vous. Oh là là. À l'occasion, pour rappeler les règles. Oui, de toute façon, ça serait bien. Ça serait bien. C'est très bien pour tout le monde, d'ailleurs. Ouais. Merci. François Molinero, directeur de proximité. Merci Patrick Dombronski, chargé de mission sécurité, tranquillité résidentielle. C'était Meurthe-et-Moselle Habitat MMH. Merci de nous écouter. Cette émission à réécouter sur notre site et sur YouTube d'ici quelques heures ou peut-être demain. Au revoir au mois d'avril. Au revoir. Le 3e mercredi d'avril à 13h30. Au revoir tout le monde. Au revoir. RCN, la différence.